téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Ils ont dit, qui va revenir autour de trois principaux sujets, à savoir les consultations du Premier ministre. Nous allons également échanger autour du retrait des gardes du sénateur Avi Joseph Kabila Kabange. Nous allons aussi parler sur les élections du bureau définitif du Sénat. Pour en parler, je reçois sur ces plateaux Héritier Ngachi, qui est analyste politique avec qui nous allons échanger. Héritier Ngachi, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Comment allez-vous? Merci, oui, ça va. Merci pour l'invitation. Je salue comme ça des millions de Congolais disciplinés dans le monde qui sont scotchés, branchés au travers de vos programmes. Et je salue tous les Congolais qui continuent à soutenir la vision du président de la République. D'accord, ça fait un bail. Hein? On est là, c'est vous qui ne nous invitez pas. Vous savez, déjà être invité dans vos médias, c'est compliqué. Ça dépend de votre agenda, disponibilité. Et quand vous nous appelez, on ne manque pas à venir parce que c'est un privilège, mais aussi une occasion de contribuer au développement de notre pays. D'accord, vous êtes là et c'est ce qui compte. Parlons de l'actualité politique, mais avant de parler de cela, parlons de la mort qui vient de survenir depuis Goma de l'ambassadeur italien. Comment concevez-vous cela? Moi, je pense qu'il n'y a aucun être humain qui soit supérieur à d'autres. Que ce soit un ambassadeur qui meurt ou un Congolais, moi j'estime que la mort reste la mort. Je vis dans tous les médias de la capitale écrire urgence, urgence, urgence. Pour une seule vie, soit-elle un ambassadeur italien, ça défraie la chronique. Tout le monde en parle, c'est urgent. Mais quand le Congolais meurt chaque jour à l'est de notre pays, ce n'est pas une urgence. Ça m'a un peu étonné, ça m'a étiqué de voir que le Congolais considère avec beaucoup de légèreté la mort de leurs compatriotes. Mais quand c'est un ambassadeur, parce qu'il a la peau blanche, c'est tout le monde qui en parle. Peut-être parce que c'est un étranger. Un étranger soit-il, mais c'est une vie, c'est un être humain. Nous devons avoir le même regard. Arrêter avec ces complexes d'infériorité. Quand c'est un blanc, c'est un mort, c'est un mort. Et quand c'est un Congolais, les gens n'en parlent pas trop. Que ce soit un ambassadeur, peut-être seulement du point de vue des incidences diplomatiques, parce que c'est un ambassadeur qui a des immunités. Mais ça reste après tout un être humain. Et à travers la mort de cet ambassadeur, c'est une interpellation aussi à la communauté internationale et à tous les tireurs de ficelles qui veulent que la partie de l'Est de notre pays soit le lieu où se vit la terreur et la désolation. Aujourd'hui, ce sont des Congolais qui mouraient. Aujourd'hui, hier c'était des Congolais et aujourd'hui encore. Mais aujourd'hui, c'est un ambassadeur, c'est une interpellation. Je présente mes condoléances au gouvernement italien et j'apprends qu'il est mort dans des circonstances où il n'était pas déclaré au gouvernement provincial. Est-ce normal? Et c'est comme s'il serait venu en clandestinité. Il était là il y a 2 ans déjà, depuis octobre 2019. Mais j'apprends le gouvernement provincial qu'il n'est pas informé de sa présence. Il est mort dans le convoi du PAM, Programme alimentaire mondial. Je ne sais pas dans quelles circonstances il s'est retrouvé, mais du reste, c'est un être humain qui est mort. Je présente mes condoléances au gouvernement italien, mais ça doit être une interpellation au reste du monde sur les problèmes qui nous laissent notre pays. Parce que le minerai qu'on exploite à l'est de notre pays profite à alimenter des industriels aux États-Unis, au Canada, en Italie, partout ailleurs. Ok, Héritier Ngachi, prenons le premier thème de l'émission, les consultations du Premier ministre. Nous avions vu les consultations du chef de l'État qui a consulté toutes les couches politiques. Nous avions vu les consultations de l'informateur Bahati Lukwebe et maintenant les consultations du Premier ministre. Est-ce nécessaire? En fait, les consultations du président de la République ont répondu à un agenda politique. C'était la crise de la coalition FCC-Cash. Et donc, il fallait trouver un nouveau paradigme, une nouvelle moule dans laquelle il fallait mettre les aspirations du peuple congolais et ses revendications. Ainsi, le président de la République a organisé les consultations nationales pour recueillir les avis et, bien entendu, les propositions de toutes les couches, pas seulement les couches politiques, mais les couches socio-professionnelles également y étaient partie prenante. Et ça s'est dégagé à l'unisson un certain nombre de propositions que le président a prises en compte. Et donc, il fallait changer l'équipe gouvernementale. Pour changer cette équipe gouvernementale, il fallait mettre un informateur devant dégager la majorité parlementaire parce qu'il n'y en avait plus. La majorité FCC-Cash, c'était une majorité métaphysique qui n'existait que dans les têtes de gens, pas sur le plan du droit.
pas au niveau de l'Assemblée nationale en tout cas. Et le président de la République, après cette mission d'informateur qui est prévue de 60 jours, il fallait qu'on désigne un formateur. Le formateur, c'est le premier ministre, c'est lui qui aura l'initiative de mettre en place le gouvernement. Mais avant de mettre en place ce gouvernement, il doit tenir compte des équilibres. Il doit tenir compte de toutes les forces politiques qu'il y a au niveau de l'Assemblée nationale pour lui servir comme des thermomètres en vue de mettre ses... Était-ce nécessaire? Il ne pouvait pas prendre seulement les cahiers des charges qui avaient été déjà évalués et mettre sur la table et continuer avec ces... Non, les cahiers des charges qui ont été adressés auprès de l'informateur, c'était des cahiers des charges véritablement qui répondaient à la logique de dégager les forces en présence. C'est-à-dire les équilibres qu'il y a au sein de constater cette force politique. Maintenant, on a quitté cette étape, on a quitté ce paradigme de constatation de forces en présence pour mettre en place une équipe gouvernementale. Mais là aussi, il y a une nouvelle donne parce que les choses ont changé. Ce n'est pas la même manière que de constater. Là, on met maintenant une équipe en tenant compte des performances, en tenant compte de la géopolitique que j'aime pas déjà, ou des équilibres ethno-tribaux. Moi, j'aime pas ça. Moi, je pense que nous devons mettre un gouvernement qui réponde à la logique de la compétence, la performance. Parce qu'on nous a habitués dans ces pays de prendre des gens qui ont échoué de la vie. Vous prenez Ilukamba, qui a échoué à la NCC à son âge, un échec cuissant et patent. Comme dans ces pays, il faut remercier des échecs, on lui prend. On lui met dans une entreprise plus grande que la NCC. Premier ministre, voilà les bilans mitigés. Il est sorti avec aucune réalisation. Je ne connais pas les réalisations de Lukamba comme Premier ministre. Si tu en connais, tu peux dire aux téléspectateurs. Mais maintenant, dans ce gouvernement, il faut tabler sur la performance, sur les compétences. Il faut tabler sur le renouvellement de la classe politique en mettant de la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas seulement l'âge. La jeunesse, c'est l'état d'esprit. Parce que Kabila est jeune sur le plan physique, mais vient dans sa mentalité. Voilà comme il était. Il est lourd. 18 ans durant, il n'a pas su résoudre les problèmes des Congolais. Tout le monde déclare, tout le monde déplore la gestion du gouvernement Ilunkamba, alors qu'au sein de ces gouvernements, il y avait des ministres cachés, des ministres issus de l'UDPS. Comment expliquez-vous cela? Je pense que le gouvernement, c'est une action collective. Ce n'est pas une action isolée ou une action, je dirais, disparate, orchestrée ou organisée par un individu. Ce sont des décisions prises au Conseil des ministres où chaque ministre se trouvant dans un compartiment donné, dans un secteur donné, exécute ces décisions. Mais l'exécution de ces décisions ont été, je dirais, lettres mortes. Je vous dirais par exemple, il a été décidé lors du Conseil des ministres qu'on ferme les ports illégaux de Kabila et des Olives, de sa famille. Mais jusque-là, les ministres des Transports n'ont rien fait dans ce domaine. Donc vous sentez qu'il y avait un certain laxisme, mais aussi manque de volonté, mais aussi l'incompétence notoire dans les chefs des ministres, soit-il du FCCH. Voilà pourquoi ce gouvernement n'a pas pu résorber les problèmes du chômage de la jeunesse, résorber les problèmes de la sécurité à l'Est. Et ainsi, il fallait changer d'animateur, changer de paradigme, changer de vision pour cette fois-ci rencontrer les préoccupations du peuple congolais. Vous déplorez le gouvernement Ilunkamba alors que des ministres issus de l'FCS et du CACH, voire même de l'UDPS, je comprends. disent que leur bilan est positif. Comment expliquer cela? Non, en fait, je pense qu'il y a aussi de la démagogie. Tu as reposé la même question, mais en ajoutant, alors, vous n'avez pas répondu. En y ajoutant une autre chose en disant, alors qu'ils disent que leur gouvernement... Non, écoutez, nous sommes en politique. Les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent, mais nous, comme peuple congolais, nous regardons. Est-ce, depuis que le gouvernement Ilukamba a été mis en place, depuis 2019 jusqu'à 2021, aujourd'hui, a-t-il pu rencontrer les aspirations profondes du peuple congolais? Non. Est-ce que pour autant le chômage a diminué? Non. Est-ce que les routes ont été construites? Non. Donc on sent que dans tous les secteurs de la vie, les choses n'ont pas beaucoup avancé. Et quand quelqu'un vient ici pour nous dire qu'il était ministre dans le gouvernement Ilukamba et que son bilan est positif, je trouve est-ce qu'il a un problème dans sa tête ou quoi? Parce que c'est fou de penser que vous avez un bilan positif alors que l'action gouvernementale dans son ensemble a été médiocre. C'est assez paradoxal. Ok, Héritier. Pour ces prochains gouvernements qui sera bientôt connu, est-ce que l'on ne risque pas d'enregistrer des départs en cascade? Non, en fait, les gens qui sont dans le gouvernement ou les gens qui sont venus dans l'Union sacrée sont pris au piège. Pris au piège pourquoi?
Parce que l'union sacrée est conçue, communiquée, véhiculée, intériorisée par les Congolais comme la seule issue favorable pour résoudre ce problème. C'est-à-dire, quand tu ne vas pas dans l'union sacrée, on te considère comme ennemi du peuple congolais. Ça, c'est de 1. De 2, quand tu y vas et que tu ne prends pas une responsabilité et que tu quittes ce gouvernement ou tu quittes l'union sacrée, tu es cette fois-ci encore plus au piège parce que les Congolais, l'opinion publique dira que tu es allé dans l'union sacrée pour ton problème personnel ou résoudre le problème des Congolais. Et donc, quand on ne t'a pas donné la responsabilité, tu as claqué la porte. Donc, ils sont pris au piège. Ne pas aller, vous êtes considéré comme ennemi du peuple congolais et quitter sans prendre parce qu'on n'a pas pris une responsabilité, on dira vous êtes égoïste et vous êtes allé pour votre besoin ou votre intérêt mesquin. Donc, ces gens sont tenus à la réserve, sont tenus à la modestie parce que leur destin se décide aussi au travers de l'union sacrée. S'ils quittent, ils seront effacés complètement. Mais aussi, le gouvernement de l'union sacrée, c'est un gouvernement qui doit faire ses preuves. Parce que le Congolais ne leur pardonnera jamais leur échec. Nous avons dit que Kabila nous bloquait. Kabila fouille ici. Il a fouillé. Il a fouillé. De la même manière que Mobutu avait fouillé, Kabila a fouillé. Il est en voyage. Il a fouillé, il a fouillé. Je ne pense pas qu'il va revenir. Mobutu a fouillé comment? Mobutu a fouillé. Kinshasa. Comme un exil. Kinshasa. Guadeloupe. Maroc. 3 destinations. C'est Kinshasa, Guadeloupe et Maroc. Kabila comment? Kinshasa, Kashamata, Dubaï. Tu vois pas que c'est presque le même trajectoire. Mais je suis certain qu'il ne peut pas rentrer parce que là-bas où il est allé, il a été accueilli par les princes chargés de la sécurité des Émirats d'Arabes Unis. Il a été accueilli par un général de l'OTAN, un général américain. Je me demande est-ce qu'on ne va pas les coffrer là-bas. On ne sait pas. Mais la plupart des Congolais, du moins les avis que j'ai recueillis, en venant ici, les Congolais étaient vraiment contents. Ils m'ont dit, pour eux, ils pensent que ça doit être un exil, qui ne rentre plus. D'accord, prenons le deuxième thème de l'émission, les retraits des gardes républicains du sénateur à vie Joseph Kabila. D'abord, les barrières autour du GLM et maintenant ces gardes. N'était-ce pas un acharnement? Non, par contre, nous sommes en train de matérialiser l'état des droits. Moi, je suis revenu du Congo central. Arrivé vers Kasangulu, je vois Maman Olive. Maman Olive, qu'on appelle affectueusement Mayo aussi, quoi, je ne sais pas trop, je ne m'intéresse pas à elle. Vers Kasangulu, avec un dispositif sécuritaire très coriace, avec des gardes républicaines. Je suis venu ici au travers vos micros, chaîne Nabino Congo Buzz et partout ailleurs, je suis passé. Je me dis, mais comment la femme d'un civil, parce que Kabila c'est un civil, il faut le dire. Un ex-président. Un sénateur, un civil. Il est un civil. Même quand il était président, parce que le pouvoir politique en République démocratique du Congo, c'est un pouvoir des civils, ce n'est pas un pouvoir des militaires. Kabila, un civil. Sa femme, civile. Ils sont tous régis par la loi portant statut dans son chef d'État. Mais dans cette loi, on prévoit même la sécurité. Sa sécurisation doit être assurée par les policiers. Je m'étais dit, comment cette dame pouvait avoir encore jusqu'à ce moment des gardes de la JR. Et je comprends que notre cri d'alarme a été entendu auprès des autorités assumant la sécurité. Et je pense les retraits des barrières au niveau des résidents du GLM, mais tout comme les retraits de militaires, fait partie du respect de l'état des droits, du respect des textes qui nous régissent. Est-ce que respecter les lois devient un acharnement, madame? Pourquoi attendre 2 ans pour faire cela? Mais madame, la loi c'est dur, c'est la loi. C'est comme la parole de Dieu. La parole de Dieu tarde pour s'accomplir, mais finira par s'accomplir. Et c'est la même chose avec la loi. Même si elle tarde à s'accomplir, nous avons la nette conviction qu'elle finira par s'accomplir. Aujourd'hui, et que la loi essaye d'accomplir 2 ans passés, ça doit nous réjouir. Mais on devait aussi s'étonner, ou en même temps s'indigner pour dire comment ça traîner pour que ça se passe. Parce que les lois ont un caractère exécutoire. Dès lors qu'elles sont promulguées, elles doivent être mises en pratique, mises en place. Mais si ça fait 2 ans, ça laisse à désirer. On dit on devait le faire très rapidement. Mais ça fait 2 ans, le temps nécessaire, nous on s'en réjouit que la loi soit respectée. En dépit de tout cela, le sénateur à vie a survolé pour Dubaï. Avec autorisation, j'ai l'autorisation avec moi. Il a été autorisé, notamment par la maison civile du chef de l'État et aussi les autorités de l'aviation civile. Donc, il n'est pas sorti comme non. Sa vie est surveillée par les autorités qui sont censées
de surveiller les vies humaines, notamment les autorités politiques. Regarde tout cela, il ne dit mot. Alors, doit-on considérer que c'est une retraite politique pour le sénateur à vie Joseph Kabila? Il avait dit lui-même, lui ne parlait pas trop. La dernière fois où il a tenté de piper ses mots, lorsqu'il était à Kingakati, il y avait une interview réalisée par une de vos chaînes, si vous me permettez, Top Congo FM, où il a dit qu'il va revenir bientôt. Et il est revenu en politique, tout ça. Bon, qu'il ne revienne pas, c'est un non-événement. Lui-même était président de la République. Il a occupé le statut suprême. Il a fait quoi? Mais en devenant sénateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va influencer la politique en quoi? Qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau qu'il n'a pas pu faire pendant les 18 ans? Moi, je pense que qu'il soit vivant, mort, arrêté, ligoté, libre, c'est rien, ça ne rapporte rien pour le Congolais. Mais seulement, les Congolais qui ont été victimes de son régime barbare voudraient que la justice soit faite, soit réalisée pour ne serait-ce corriger les erreurs, mais aussi pour consoler les âmes abattues. Notamment, on vient de parler de Chebeya aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y avait un colonel à l'époque, le colonel Djadidja, devenu aujourd'hui général, là où on a enterré les corps du chauffeur, du chauffeur et collaborateur de Chebeya, à Mitende ici. La famille des Bazana voudrait voir la lumière. À part ce dossier, nous avons notre frère aussi, Mukendi. La famille vient de demander aussi la réouverture de l'affaire. Il y en a beaucoup, on peut compter. Vous, on parle seulement de Chebeya. On peut parler de Norossi. Et c'est des millions de Congolais que nous ne connaissons pas. Vous savez qu'on a enterré des gens dans ce pays, ici, pas loin ici. Ici, seulement ici à Maloko. Comme des sardines, des gens comme ça dans un trou au Bengi. Fausse commune, des dizaines, des centaines va côté Sibango. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde. Donc, ma aussi la carte bongo, tu vois, il na boma bango, na circonstance, il va couper là, non, il y a des gens qui doivent répondre. Ok, prenons les derniers thèmes de l'émission, les élections du bureau définitif du Sénat. Les sénateurs Bahati Lukwebo, seul candidat. Quelle lecture faites-vous? Seul candidat, je ne sais pas si beaucoup d'autres. Il est le seul au sein de l'union sacrée. Il faut perdre la parole, il faut perdre la parole. Mais l'union sacrée, c'est véritablement une famille politique. Les gens refusent qu'on le dise. Oh non, l'union sacrée, c'est pas une famille. Non, c'est une famille politique qui soutient la vision du président de la République. Au sein d'une même famille politique, on ne peut pas avoir des candidatures pour le même poste. Non, c'est invraisemblable. On dirait que la compétition, la compétitivité n'a plus sa place. Non, écoutez, il y a eu le débat. Moi, je n'ai pas participé aux séances qui ont prévalu à la sélection de Modeste Bahati. Je suis certain que les ambitions se sont exprimées et à la limite, il y a des ambitions, mais de l'autre côté, il y a aussi de l'ordre qui doit régner. Et l'ordre a estimé que le choix de Bahati était judiciaire. Vous savez que Bahati était le président du Sénat qui a mérité ses postes. En lieu et place de ces criminels, comment on l'appelle encore? Celui qui était là. Tambo Mwamba, qui a été imposé par Kabila. Maintenant, on revient sur l'ordre. Bahati, président du Sénat, ça ferait une très bonne chose. Et puis, une très bonne récompense en cause de son engagement. De vos élèves pour dire que le chef de l'État serait en train d'emprunter le même chemin qu'il a déploré alors qu'il était dans l'opposition. Genre, il choisit maintenant ses candidats. Non, c'est l'union sacrée qui a choisi les candidats. Vous avez vu, quelque part, on a dit Modeste Bahati, candidat de Félix Tshisekedi. L'union sacrée, appelée par qui? L'union sacrée, c'est... Vous savez que moi, je suis dans l'union sacrée. Moi, je suis dans l'union sacrée. Toi aussi, tu n'es pas dans l'union sacrée. À la tête de l'union. Si toi, tu n'es pas dans l'union sacrée. À la tête de l'union sacrée, on trouve le chef de l'État en train de consulter. Bon, le président de la République, au-delà de la mêlée, il n'est pas au niveau de l'union sacrée. L'union sacrée, c'est une machine politique. Le président de la République est au-dessus des clivages politiciens. Lui, il regarde les pays et il a comme priorité améliorer les conditions sociales du peuple congolais, la sécurité à l'Est. C'est ce qui lui préoccupe. Et chaque Congolais qui lui sera proposé, quand il estime qu'il a des compétences, mais aussi les qualités nécessaires pour occuper ces postes, lui, finalement, finira par accepter. Vous savez que le président de la République a un cabinet. Le président de la République a ses collaborateurs. Les collaborateurs lui proposent et lui décident. Mais seulement, je vais dire au président de la République, ne soyez pas comme Kabila. Kabila, comme il avait un problème, il ne lisait pas beaucoup. Et lui, il ne lisait pas beaucoup. Quand il ne lisait pas beaucoup. Kabila a signé même des ordonnances portant des gens qui sont morts longtemps. Il a signé ordonnance et Bimina Komba Batouakoufa. C'est-à-dire, quand on lui montre seulement et qu'il signe, il y a quelqu'un qui m'avait dit que Kabila, on l'appelait au niveau de la présidence
part dans les alliés. Ça veut dire, quand il y a un contrat public, entreprise est installée, il y a ceci. Lui pose seulement la question, il y en a combien? Si seulement on lui dit non, président, pour vous c'est 1 million, il prend seulement les documents. Quand ça passe. Même quand il y a des faussetés, il n'a pas besoin de ça. Ainsi, je demande au président, ne tombez pas dans cette même erreur que Kabila. Quand vous présentez un document, lisez. Prenez le temps de le lire. Si vous n'avez pas le temps de le lire à cause de vos hautes charges, donnez-le à un de vos collaborateurs le plus sûr, à qui vous avez le plus confiance, qui le lise, il examine, et à force de la connaissance de ces documents, et vous signez. Pas signer avec les mains comme Kabila le faisait. Ok, toujours au bureau du Sénat, les bureaux d'âge a croisé les chefs de l'État pour l'exposer leurs problèmes. Le président sortant, Alexis Thambwe Mwamba, a laissé, si je dirais, des dettes de 500 millions. Et les sénateurs sont même coincés au niveau de soins médicaux. Mais c'était pour... Je savais qu'il serait arrêté. Bientôt, on va l'arrêter, ce monsieur-là. Non seulement que c'est un criminel de guerre, c'est pas une insulte, parce que tu me regardes comme ça, c'est comme si j'ai insulté. C'est un criminel de guerre. Vous ne savez pas qu'il était dans les mouvements rebelles. Tous les politiciens congolais que vous voyez ici, la plupart d'entre eux se sont illustrés. En soit, les Congolais se sont rendus, ont pris connaissance d'eux, soit par les vols, donc Grand Moyibi, Naïbio, Grand Détourneur, Naïbio, d'autres par la rébellion. Ah bon, maman, tout fort, allez, mais il y a certains politiques Bazo émergé, vous prenez comme le président Félix Tshisekedi. Nous l'avons connu à cause de la Ligue de l'UDPS. Vous prenez des gens comme le sénateur Guy Lowando, qui s'est connu à cause de son humanisme. Quelqu'un qui s'est partagé ce que lui a gagné. Pourquoi il a été disqualifié? Non, il n'a pas été disqualifié, c'est le choix de l'Union sacrée. Et lui, il soutient la vision du président de la République. Et du coup, quand la vision du président de la République et que les voix se sont exprimées, moi je suis déçu, moi j'aurais souhaité que ce soit le sénateur Guy Lowando, parce que c'est un homme politique qui s'est illustré du fait de sa rigueur dans le travail, de son humanité, ce souci-là, la joie qu'il ressent à partager son bonheur avec ses compatriotes. Il est différent de tous les autres qui se sont illustrés par les vols et les détournements. J'aurais souhaité qu'il soit le président du Sénat, mais heureusement ou malheureusement, le choix a basculé pour un autre candidat, et je pense qu'il peut occuper une autre fonction. On ne peut pas servir l'État en état seulement président du Sénat. Il y a beaucoup de ministères. D'accord, Héritier Ngachi, la télévision, c'est le temps. L'émission est terminée. En quelques mots. Rapidement, comme ça, l'émission est terminée. L'émission est terminée, la télévision, c'est le temps. Si vous devrez résumer la situation politique actuelle en quelques mots seulement, qu'allez-vous dire? En quelques minutes, je dirais que la vérité est en train de gagner sur l'obscurantisme. Et que les régimes de l'AFDEL, qui a la continuité de l'AFDEL, Mosé Laurent Désiré Kabila 1997 avec son coup d'État et les prolongements. En fait, la dynastie Kabila, Kabila fils, père et oncle et tantine et autres, la dynastie Kabila, qui a amené ces pays dans le gouffre, dans l'abîme, dans les chaos, est en train d'être effacée avec l'intelligence des noms. Mobutu a fui à cause des bruits des armes. Mais Kabila a fui sans bruit des armes. À cause de quoi? Du stylo et de la tête. Là, il se retrouve maintenant à Dubaï. Je suis certain qu'il ne va plus revenir. Et donc, il y a lieu qu'en effaçant ces passés macabres du régime Kabila, que ça donne une lueur d'espoir au peuple congolais. Et c'est cette lueur d'espoir du peuple congolais qui est notre motivation, qui est notre boussole, qui nous permet de nous réunir derrière le président de la République pour la mener à changer les paradigmes de gouvernance. Il a dit, nous souffrons, on doit arrêter d'être des applaudimètres, des gens qui souffrent et qui applaudissent. Nous devons être exigeants. Et parmi les peuples congolais les plus exigeants, c'est moi. Je demande au président de la République de résoudre la situation avec son gouvernement de l'insécurité à l'Est. Là, je le dirais bravo. J'ai besoin que le président de la République rajeunisse la classe politique congolaise en intégrant des jeunes. Il y a mon ami Carbone Béni, des mouvements citoyens Filimbi, qui a fait d'un courage extraordinaire et exemplaire dans le combat de notre pays. Pourquoi pas qu'il soit ministre? Pourquoi seulement nous mettre des vies qui ont échoué dans la vie? Partout où il a passé, il a échoué. Mais c'est cet homme que vous voulez responsabiliser. Non. Président de la République, écoutez notre cri d'alarme de la jeunesse, renouveler la classe politique en mettant de nouvelles énergies. Merci Héritier Ngachi d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Fin de cette émission, vous nous avez suivi. Merci de votre sympathique attention. Merci à toute l'équipe technique. Je vois Gaël Homofortis ainsi que Néhémie Liwata. Restez branchés à Congo Buzz Télévision. D'ici là, portez-vous bien.